Les troupes allemandes firent leur entrée dans Paris dès le 14 juin. Avec elles, une dictature agressive triomphait d'une démocratie défensive. Beaucoup de Français cherchaient à savoir quelles erreurs avaient été commises et ce qui avait permis à l'ennemi de devenir aussi fort. Les vainqueurs commencèrent par exiger du commandant militaire de la ville de Paris, Groussard, la restitution des drapeaux allemands récupérés au cours de la Première Guerre mondiale. Je pense qu'il faut même aller plus loin, parce que c'est le pays tout entier qui a été traumatisé, parce qu'il faut penser que nous avons vu passer... Pardon. Nous avons vu passer d'abord, j'habitais en Champagne à cette époque-là, j'avais 14 ans. Nous avons vu passer des milliers de réfugiés civils hollandais, ensuite des dizaines de milliers de réfugiés belges, ensuite les Ardennais, tous les frontaliers français, avant d'être nous-mêmes emportés par le vent de la défaite et ce qu'on a appelé l'exode. Si bien que civils et militaires ont été emportés par cet exode et que les derniers combats, les bombardements, les mitraillages ont marqué peut-être plus fort les civils que les militaires. 4 ans et demi plus tard, en hiver 1944, l'Allemagne nazie est à bout de force, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur celui du moral. Le 16 décembre, Hitler tente à nouveau de retourner la situation avec l'offensive des Ardennes, lancée contre les Américains. Mais cette fois-ci, l'attaque surprise s'embourbe à l'endroit même où la Wehrmacht avait remporté ses victoires spectaculaires de 1940. La supériorité aérienne est passée dans le camp des Alliés. Au nord d'Aix-la-Chapelle, les unités allemandes sont repoussées jusqu'à la ligne Siegfried. Mais ce piètre refuge ne leur est d'aucun soutien. Les quelques bunkers ne disposent ni de canons ni de munitions. Durant les combats de l'Eifel, lors de la bataille de Hürtgenwald, les Américains se heurtent à des unités allemandes composées de combattants aguerris. Si les Américains perdent 38 000 soldats, les Allemands en perdront environ 30 000. Le 1er avril, les Allemands du groupe d'armée B se trouvent encerclés dans une zone allant de la Ruhr à la montagne. À leur tour, les Allemands faits prisonniers marchent, le visage déprimé, épuisé, vers un destin incertain. Chacun est conscient des crimes, petits ou grands, dans son camp s'est rendu coupable. Les vainqueurs vont-ils user de représailles? Et quel genre de représailles? Dans un premier temps, les camps de la faim installés dans les prés de Rhénanie semblent confirmer leurs mauvais pressentiments. Les Français aussi veulent entrer sur le sol allemand en vainqueurs. Ils le feront à bord de jeeps et portant l'uniforme américain. Ils prendront Stuttgart le 22 avril. La violence qui frappe aussi les civils n'est pas totalement justifiée par des impératifs militaires. S'agit-il de représailles aux exécutions d'otages, aux déportations, aux vols, mais aussi aux humiliations du passé? Il faut décidément du temps pour assumer les fautes liées à la collaboration. En mai 1945, les Parisiens et la France ont de bonnes raisons de fêter la capitulation allemande comme une libération. Mais quelle attitude face à l'Allemagne va succéder aux erreurs du passé? Quelle armée, quelle conception politique va choisir de Gaulle, émigré mal aimé, qui doit encore s'imposer face à l'héritage de Vichy et face à la gauche? Les symboles de la profonde méfiance et de l'isolationnisme réciproque sont encore debout. En France, la ligne Maginot est même remise en état. En 1946, alors que s'opposent partisans et adversaires de la réconciliation, De Gaulle se rend sur la ligne Siegfried pour y effectuer une sorte de voyage d'études. Ses conclusions seront surprenantes, voire impopulaires. Le guide de la France libre, homme de pouvoir réfléchi et conséquent, alors chef du gouvernement provisoire, étudie les possibilités d'un rapprochement. Il crée par la suite le concept d'une Europe des patries. Wenn Sie alle so
mich herum versammelt sehe, wenn ich ihre Kundgebungen höre, empfinde ich noch stärker als zuvor die Würdigung und das Vertrauen, das ich für ihr großes Volk, jawohl, für das große deutsche Volk hege. Encore des gestes symboliques qui, cette fois-ci, indiquent quelque chose de nouveau. Un officier français donne l'accolade à un officier allemand sur un fleuve qui symbolisait autrefois l'hostilité entre les deux peuples. Mais notamment grâce à la rencontre des deux chefs d'État, il est maintenant le point de départ d'une amitié à venir. Les impacts sur le mur resteront longtemps visibles. Quant à savoir comment cela a pu avoir lieu, c'est une question à laquelle on pourra de moins en moins apporter de réponse. Chercher à se protéger par un isolement volontaire fut et reste une erreur. Aujourd'hui, les ouvrages fortifiés ressemblent à des monuments funéraires incarnant des concepts et des idéaux dépassés. Leurs couloirs souterrains sont comme les impasses d'une pensée étriquée. Il faut faire un effort pour comprendre que ces forteresses sont le produit de la peur. Peur de l'autre, de l'étranger que l'on ne pouvait ou ne voulait comprendre. On peut se désintéresser de ces casemates, mais on peut aussi les visiter et comprendre l'avertissement qu'elles représentent. Ce qui est impossible à supporter pour les Allemands comme pour les Anglais ou les Français, c'est la guerre. Bon, ça c'est tout à fait impossible. Mais l'idée de s'entendre entre peuples européens qui sont exactement de même nature, de même culture, de même civilisation, en tout semblable, oui. Eh bien, les moins européens des Européens, c'est finalement les Français, parce que nous avons l'Afrique derrière. Et nous avons aussi une vocation africaine et des habitudes africaines. Bon. Mais il n'y a aucun problème pour les peuples européens de s'entendre. Les guerres et les occupations ont toujours été des problèmes de gouvernement et pas des problèmes de peuple. Le Palatinat, l'Alsace, la Lorraine. Qui veut comprendre l'histoire devrait écouter les frontaliers. Les habitants de la région ont toujours été le jouet de puissances rivales. Ils furent finalement les victimes d'une bataille préparée de longue date. Seule une minorité jugeait avantageux de collaborer avec l'Allemagne hitlérienne. Dans une Europe démocratique, les frontaliers se revendiquent comme étant les pionniers d'une politique d'entente. Lorsqu'on s'est si souvent retrouvé entre deux feux, on ne peut considérer le passé qu'avec scepticisme et humour. Ce qui est très curieux, c'est que j'ai deux grands-mères qui vivaient. Une avait été à Paris, elle parlait très bien. Elle avait été à Paris au but de Chaumont en 1800, avant 70. Elle parlait très bien français. Alors que mon autre grand-mère était d'origine, comme je vous ai dit, qui était la Techtschule à Berlin. C'était Hinderper et son père ou son mari était officier à Thionville. Elles étaient différentes, mes deux grands-mères. Tout en étant lorraines, elles étaient de langue et de pensée différentes. Oui, c'est le dessin de tous les pays frontaliers. Avant 70, nous étions français, de 70 à 19 allemands, de 19 en 1940 français, de 40 à 44 allemands. Maintenant, nous sommes français, peut-être l'année prochaine, bosniaque, peut-être, je ne sais pas.